Boker Tov à nouveau, il est 8h35 sur studiokalita.com. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens de ce matin avec un scoop qui a été diffusé hier soir et qui est incontestablement revenu à la seconde chaîne de télévision israélienne et à son correspondant politique Udi Segal, qui a révélé une altercation qui se serait produite lors de la visite de Donald Trump à Bethléem la semaine dernière. Selon Udi Segal, qui se réfère à des sources américaines, Donald Trump aurait très vertement sermonné le raïs palestinien Mahmoud Abbas après que les Israéliens lui aient fourni des preuves selon lesquelles le président palestinien se serait livré à une incitation anti-israélienne. « Je vous ai fait confiance et vous m'avez dupé », aurait dit Donald Trump à Abbas. Côté palestinien, on dément formellement cette information et l'on affirme que toute la conversation entre Donald Trump et Mahmoud Abbas s'est déroulée dans le calme. Et de facto, il est vrai qu'à l'issue de cet entretien, Donald Trump lui-même s'est déclaré persuadé que le raïs palestinien était engagé dans la recherche d'une solution au conflit israélo-palestinien. Cependant, en fin de semaine dernière, après la visite surprise de Jason Greenblatt à Ramallah, jeudi dernier, les responsables palestiniens ont affirmé qu'ils étaient pessimistes plutôt quant aux chances de parvenir à un règlement sous l'administration Trump, et ce parce que, selon ces responsables palestiniens, cette administration penchait nettement en faveur d'Israël. Le site Voilà, mais également les quotidiens israéliens n'ont ce matin en évidence le tournant inattendu qui est intervenu hier dans le procès d'Elor Azaria, dans la dernière ligne droite de ce procès ultra médiatisé depuis un peu plus d'un an. Et alors que l'on attendait le verdict des juges sur la procédure d'appel réclamée par la défense d'Elor Azaria, qui demande, je vous le rappelle, un non-lieu et l'acquittement total du soldat, eh bien les juges ont demandé aux deux parties, c'est-à-dire au parquet et à la défense, de tout faire pour trouver un compromis, comme si ces juges voulaient accorder une ultime chance à la famille Azaria de se sortir de cette affaire dignement. Et de facto, l'avocat de la famille, Yoram Sheftel, dont le positionnement radical a été très vivement critiqué au cours des derniers mois, semble avoir compris le message. Il ne se dit plus opposé à un compromis, il accepte même, a-t-il dit hier soir, le principe de négocier avec le parquet, comme si on lui-même avait compris qu'il était allé peut-être trop loin et que son attitude jusqu'au boutiste risquait de coûter très cher à Elor Azaria et peut-être de l'envoyer en prison pour plusieurs années, alors que, je vous le rappelle, le soldat avait été condamné en première instance à 18 mois de prison, ce qui de la vie générale avait été considéré comme une sentence relativement clémente. On sait que les avocats de la famille Azaria avaient démissionné il y a plusieurs mois uniquement parce que la famille s'était acharnée sur les conseils de Yoram Sheftel à déposer un recours, alors que le verdict de 18 mois de prison semblait donc clément. Et désormais, il faudra voir si le turbulent avocat acceptera de ravaler son ego et d'éviter à Elor Azaria une longue peine de prison à laquelle la cour d'appel militaire pourrait le condamner si elle devait aller jusqu'au bout de ce procès. Il s'agit donc pour le soldat et pour sa famille d'une ultime opportunité à saisir, explique ce matin l'ensemble des commentateurs israéliens. Tous les médias israéliens ont souligné hier soir que le gouvernement s'est réuni hier dans les souterrains du Kotel, du mur occidental, pour marquer ainsi le 50e anniversaire de la réunification de Jérusalem. Et la photo officielle des membres du gouvernement dans cette enceinte prestigieuse chargée d'histoire et de spiritualité, cette photo figure dans le Yediot Aharonot et dans le Israël Hayom. Au cours de cette réunion importante, le gouvernement a voté en faveur d'un vaste programme de développement de la vieille ville qui inclura entre autres l'installation d'un ascenseur ou plutôt d'un téléphérique qui facilitera l'accès de milliers de personnes au Kotel, la construction d'un tunnel souterrain vers le Kotel et également l'arrivée du tramway dans la vieille ville de Jérusalem. Saeb Arikat, l'un des responsables palestiniens, a critiqué cette réunion, en tout cas le lieu de la réunion et les décisions prises par le gouvernement israélien, prétendant même que le gouvernement avait tenu sa réunion sous, a-t-il dit, la mosquée d'El-Aqsa, ce qui est, vous l'aurez compris, une certaine incohérence de la part des Palestiniens. Ceci étant, les sites d'information précisent également que le gouvernement israélien a voté un projet de développement des infrastructures dans les quartiers arabes de la capitale. Une réponse certainement aux appels lancés la semaine dernière en public lors de diverses commémorations de la bataille de Jérusalem par le président de l'État d'Israël, Reuven Rivlin, en faveur d'une responsabilité accrue de la mairie et de l'État d'Israël sur le développement des infrastructures dans la partie est
de la capitale israélienne. Mais ce n'est pas tout. Le Yediot Aharonot annonce que les élus américains vont eux aussi fêter le jubilé de la réunification de Jérusalem. La semaine prochaine, le Congrès américain organise une séance extraordinaire pour célébrer cet anniversaire. Et cette séance sera diffusée par vidéoconférence à la Knesset, dans l'enceinte de la Knesset, qui au même moment donc s'unira avec le Congrès. Il s'agit là d'une initiative prise conjointement par le président du Parlement israélien Yuli Edelstein et par l'ambassadeur d'Israël à Washington Ron Dremer. Les deux ont proposé au président du Congrès Paul Ryan cette idée. Celui-ci a immédiatement accepté. Et donc cette célébration conjointe se tiendra le 7 juin prochain, date civile de la libération de Jérusalem il y a 50 ans. Les allocutions seront prononcées à Washington par Mike Pence, le vice-président américain, et par Paul Ryan lui-même, et à Jérusalem par Binyamin Netanyahou et par Yuli Edelstein. Dans sa première page de ce matin, le Haaretz publie 2 titres importants liés à l'administration Trump. Le premier, qui fait la manchette du journal ce matin, cite les propos du secrétaire d'État américain à la Défense James Mattis, qui a défini la nouvelle approche américaine face à Daesh. Fini la guerre d'usure contre le mouvement terroriste. Il est temps de frapper un grand coup pour le détruire et pour empêcher ces terroristes issus de pays européens de revenir sur le vieux continent pour y commettre de nouveaux attentats sanglants. Le second titre se rapporte à Jared Kushner, le gendre juif du président Donald Trump. Il semble que Trump soit parvenu à la conclusion qu'il doit écarter même provisoirement son gendre de son proche entourage, et ce à la suite des révélations sur son rôle dans les relations entre Trump et la Russie et sur sa proximité avec l'ambassadeur de Russie à Washington. C'est la chaîne ABC qui a fait cette révélation hier et qui est donc répercuté dans le Haaretz de ce matin. Le Yediot Aharonot publie en manchette ce matin les résultats intéressants et inattendus d'une enquête qui révèle que de plus en plus de filles religieuses décident de s'enrôler dans Tsahal, et ce, même contre l'avis de leur rabbin. Mais ce n'est pas tout. Contrairement à l'avis justement de ces rabbins de la mouvance sioniste religieuse, il s'avère que leur foi en Dieu n'est nullement altérée par ce service militaire. Au contraire, selon les données de cette enquête, ces jeunes filles affirment ressortir après 2 ans de service militaire plus pratiquantes qu'elles ne l'étaient auparavant. Les résultats de cette enquête, qui révèlent également que les filles qui font leur service militaire sortent plus religieuses que celles qui font leur service civil, le Sherut Leomi. Donc ces résultats seront présentés aujourd'hui à la Knesset. Et en marge, sachez que le site orthodoxe Kikar HaShabbat reprend des propos tenus samedi soir par le grand rabbin d'Israël, Yitzhak Yosef, qui a déploré, je le cite, que le monde non religieux ne soit pas conscient du respect profond que les juifs orthodoxes ont pour les femmes. Mais en même temps, le grand rabbin Yosef a demandé aux femmes de faire montre, je cite encore, d'une certaine pudeur, car la pudeur d'une femme est sa dignité, a déclaré le grand rabbin d'Israël. Cette information est reprise également ce matin par le Times of Israel. Restons dans le Yediot Aharonot, revenons dans le Yediot Aharonot plutôt avec l'éditorial ce matin du professeur Aviad Kleinberg, l'un des plus éminents historiens israéliens et l'une des plus fines plumes du Yediot Aharonot, qui constate, après la manifestation de samedi soir sur la place Rabin, qui visait à commémorer les 50 ans d'occupation israélienne en Judée et en Samarie, qui constate donc, Aviad Kleinberg, que la gauche israélienne ne parvient plus à remplir cette place symbole. Selon lui, la raison de cette désaffection est comparable au fait que les enfants d'aujourd'hui ne jouent plus dans les rues, mais plutôt face à un ordinateur. Pour le professeur Kleinberg, la rue a cessé d'être le lieu d'expression des aspirations personnelles et collectives d'une nation, et de faire remarquer que la dernière fois que les Israéliens sont descendus massivement dans la rue, c'était lors de la campagne de protestation sociale durant l'été 2011, et cela n'avait eu finalement aucune retombée tangible. Voilà pourquoi les manifestations n'attirent plus les foules, affirme-t-il. Les journaux télévisés ont annoncé hier la création de la nouvelle implantation qui doit accueillir les habitants évacués d'Amona. Cette implantation sera située un peu plus au nord de l'ancien site d'Amona, à proximité de la localité de Shiloh en Samarie. Il s'agit là, vous le savez, d'une promesse faite par le Premier ministre Binyamin Netanyahou aux habitants d'Amona. Le Israël Hayom annonce que c'est aujourd'hui que le ministre de l'Intérieur Aryeh Deri et son épouse seront interrogés par les enquêteurs de la police israélienne dans une affaire de malversation dans le secteur immobilier. Et puis en économie,
Le Israel Hayom fait état d'une baisse sensible dans le nombre d'achats d'appartements en Israël en mars dernier, une baisse de 18% qui confirme une tendance remarquée depuis plusieurs mois, une tendance à l'accalmie sur le marché immobilier israélien. Quant aux investisseurs, ils sont de moins en moins nombreux et le taux d'investissement dans l'immobilier aurait baissé en un an de 44%. Seuls 1500 appartements ont été acquis en mars dernier à des fins d'investissement. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Je vais vous retrouver dans quelques instants avec notre invité, notre éditorialiste ce matin, qui sera Sam Kadosh, le directeur général du CNEF et qui est aussi, on peut le dire, le vice-président de Kalita. Sam Kadosh qui nous parlera de l'activité du CNEF aujourd'hui et également de la veillée d'études que le CNEF organise demain soir à l'occasion de Shavuot dans le quartier de Baka à Jérusalem. Ce sera dans quelques instants, après quelques sons musicaux.